Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va voir le premier chapitre qui est concept de base de la sécurité informatique. Et dans ce chapitre-là, on va voir les différents éléments relatifs à euh, déjà plusieurs définitions, les objectifs principaux de la sécurité, les notions de 3A et ainsi de suite. Donc on va commencer par euh, d'abord, il faut prendre en considération que le coût moyen d'une violation de données entre mars 2022 et mars 2023 sur un ensemble de 553 organisations est de 4,45 millions de dollars. Et ça, c'est le coût qui a été calculé, qui a été donné dans le Data Breach Report d'IBM de 2023. Et que 59% des 5000 leaders IT et cybersécurité qui ont répondu à une enquête de Sophos en 2024, alors Sophos est une entreprise qui travaille sur la sécurité informatique, ont été ciblés d'une attaque de ransomware, donc un rançongiciel, au courant des 12 derniers mois. Qui dit rançongiciel, c'est un programme, très rapidement, c'est un programme qui va soit chiffrer vos données, donc rendre vos données inaccessibles, illisibles, à moins que vous payiez une rançon. On verra ça un peu plus dans le chapitre suivant, quand on va parler des différentes attaques et logiciels malicieux. Donc, en moyenne, la rançon qui est payée est de l'ordre de 4 millions de dollars et le coût moyen de récupération est de 2,73 millions de dollars. Donc ça vous donne une idée de à quel point ça coûte cher, en fait. Et d'où on retrouve la nécessité de mettre en place des mesures de sécurité pour avoir quelque chose, pour limiter ou diminuer le coût des incidents de sécurité qui peuvent arriver. Alors, si on parle de sécurité informatique ou de sécurité des systèmes d'information, on peut dire que qu'il a été défini qu'il a plusieurs définitions qui se rapprochent les unes des autres, qui sont très proches les unes des autres. L'une d'entre elles est une citation qui a été donnée par Bruce Schneier. Bruce Schneier est un cryptographe, donc c'est quelqu'un qui a créé ou qui a travaillé dans la création d'algorithmes de chiffrement. Je répète, le chiffrement, c'est quelque chose qui va permettre de prendre une donnée ou une information lisible de tous vers une information qui n'est lisible que par les personnes qui possèdent la clé permettant de retrouver l'information lisible. Donc, dans le monde réel, la sécurité fait intervenir des processus. Elle fait intervenir des technologies préventives. Quand on dit préventive, là, ça veut dire que c'est des technologies qui vont permettre d'éviter ou d'empêcher qu'une attaque, un incident se produise, mais aussi des processus de détection et de réaction. Alors, même si on a des technologies qui vont prévenir certains problèmes, certains incidents, elles ne vont pas permettre de prévenir tout. Et donc, à ce moment-là, on a besoin aussi de détecter dans le cas où il y a un incident. Et donc, si on détecte un incident, donc si on arrive à détecter un incident, la réaction, on va dire, qu'est-ce qu'on va faire, que va faire l'équipe de sécurité, par exemple, pour réagir à un incident qui a été détecté. Donc, un exemple, si je prends un mail de phishing ou un mail avec un lien qui est problématique, qui est malicieux, quand quelqu'un reçoit cet email, un employé lambda reçoit un email de phishing dans sa boîte mail du travail, si il se rend compte comme quoi c'est un email de phishing, il va pouvoir envoyer cet email, le faire
parvenir ou le transférer à l'équipe de sécurité. Une fois que l'équipe de sécurité reçoit cette information, cet email qui est suspicieux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont analyser l'email et il va y avoir tout un processus qui va s'enclencher à la réception de cet email pour pouvoir finalement voir est-ce qu'il y a eu d'autres employés qui ont reçu le même email. Si d'autres employés ont reçu cet email, est-ce que ces employés ont ouvert le lien ou téléchargé le fichier qui est à l'intérieur? Si c'est le cas, qu'est-ce que ce fichier, qu'est-ce que ce lien permet de faire, récupérer ou autre, et ainsi de suite. Et donc c'est un système complet d'investigation pour traquer et poursuivre les coupables. Donc la sécurité, ce n'est pas un produit, mais c'est un processus en lui-même. Et une autre définition qu'on peut vous donner, en fait, c'est que la sécurité des systèmes d'information, c'est l'ensemble des moyens techniques. Donc technique, là, on va parler de pare-feu, antivirus, etc. Organisationnel, donc comment on va s'organiser les différents éléments. Juridique, donc les lois qu'il y a derrière permettant de se baser sur cet ensemble de lois ou de normes pour avoir une certaine sécurité, et humain pour conserver, rétablir et garantir la sécurité des informations dans un système informatique contre les attaques internes ou externes. Parmi les principaux objectifs de la sécurité, on retrouve la triade de sécurité, confidentialité, intégrité et disponibilité. Alors, la confidentialité est définie dans l'ISO 25000. Alors, l'ISO 25000, c'est la norme 25000 ou le standard numéroté 25000 qui a été produit par l'ISO. Vous avez déjà entendu parler de l'ISO probablement quand vous avez vu le modèle OSI. Donc, il est défini comme le fait de s'assurer que l'information n'est accessible et interprétable que par ceux dont l'accès est autorisé dans un contexte d'utilisation spécifique. En d'autres termes, quelqu'un qui n'a pas le droit d'accéder à une information ne devrait pas pouvoir y accéder. Si vous préférez, dans des termes plus qu'on a l'habitude d'utiliser, c'est si quelque chose est secret, il doit rester secret et seules les personnes qui ont le droit de connaître ce secret peuvent accéder à ce secret, grosso modo. Ensuite, en fait, la confidentialité va avoir pour but de prévenir contre la divulgation intentionnelle ou non d'une information ou de données. Et la perte de confidentialité peut arriver de différentes manières, comme la divulgation intentionnelle d'informations privées. Par exemple, un employé qui fait l'espion pour une autre entreprise, et donc il va donner des informations secrètes ou confidentielles à une entreprise concurrente. Ensuite, on va avoir l'intégrité. Donc l'intégrité est définie comme étant ce qui garantit que l'information est précise, correcte et protégée de toute corruption. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire qu'aucune donnée n'est modifiée par une personne ou un processus qui n'a pas le droit de modifier la donnée, et il n'y a aucune modification non autorisée des données par des personnes ou processus autorisés. Donc ce n'est pas juste que quelqu'un qui n'a pas le droit de modifier une donnée ne puisse pas la modifier, mais aussi, même si quelqu'un a le droit de modifier une donnée, s'il n'est pas autorisé, si la modification n'est pas autorisée, elle ne devrait pas pouvoir se faire. Donc la donnée doit rester correcte, précise, et on doit la protéger de corruption. Si je peux prendre un exemple que vous avez peut-être vu en réseau, c'est un exemple qui est sommaire, hein,
du checksum dans l'entête d'un paquet IP. Vous savez que le checksum va permettre de vérifier que le paquet entre l'envoi et la réception, il n'y a pas eu de modification sur le paquet, ou qu'il n'y a pas eu une corruption des données qui se trouvent dans le paquet. Et donc ça va nous permettre de vérifier l'intégrité du paquet entre l'envoi et la réception du paquet. Et donc c'est de ça qu'on parle quand on parle d'intégrité. Et on a la disponibilité. Alors, pour rappel, ou plutôt pour que vous le sachiez, en français on appelle la triade de sécurité CID pour confidentialité, intégrité et disponibilité. En anglais, on va retrouver, vous pouvez retrouver, si vous lisez de la littérature en anglais, c'est CIA, donc Confidentiality, Integrity and Availability. Donc, availability, c'est pour disponibilité. Et la disponibilité a pour but de garantir que l'information est disponible lorsque nécessaire. Donc, elle garantit un accès fiable et opportun aux données ou aux ressources par les personnels appropriés. En d'autres termes, si quelqu'un a le droit d'accéder à une ressource et d'utiliser cette ressource, ou bien a le droit d'accéder à des données et d'utiliser cette donnée, il devrait pouvoir y accéder. Il devrait avoir la possibilité d'y accéder grâce à ce qu'elle soit disponible. Il faudrait que cette donnée ou cette ressource soit disponible pour les personnes qui ont le droit d'accéder à cette ressource. Alors, on a d'autres propriétés de sécurité qui sont l'authentification. Ici, elle va garantir qu'un utilisateur ou un système est bien celui qu'il prétend être. Et donc là, on va, par exemple, je peux prendre l'exemple qui suit. Je vous dis, moi je m'appelle Kenza. En vous disant je m'appelle Kenza, en fait ce que je vous donne, c'est je m'identifie. Je m'identifie auprès de vous en vous disant que je m'appelle Kenza. Néanmoins, je ne vous donne aucune preuve que je m'appelle bien Kenza. Donc, si je vous donnais ma carte d'identité pour vous montrer mon prénom ainsi que vous voyez mon visage, vous pourriez dire « Ah oui, je suis en train de m'authentifier, en fait, c'est bien moi. » Et donc, de ce principe-là, en réalité, on va avoir plusieurs facteurs d'authentification. Alors, on en a 5 principalement. Le facteur de connaissance, par exemple un mot de passe, une question de sécurité, un PIN, et ainsi de suite. Ici, c'est pour dire qu'est-ce que je sais. Donc, je vais m'authentifier grâce à ce que je sais. On a le facteur de possession, par exemple un smartphone, un jeton d'authentification, une carte à puce, une clé USB, et ainsi de suite. En d'autres termes, c'est ce qu'on peut appeler aussi ce que j'ai. Donc, je vais utiliser des choses qui sont en ma possession pour m'authentifier, pour prouver comme quoi je suis bien la personne qui dit que je dis être. Alors, les jetons d'authentification, généralement, qu'est-ce que c'est? C'est des hardware, donc des mécanismes physiques qui vont avoir soit, donc on a les clés USB qui peuvent avoir certaines informations à l'intérieur permettant d'authentifier. Alors, on va parler plus en détail de cela beaucoup plus tard, probablement. On a aussi, on va avoir des genres d'authentificateurs, donc comme les YubiKey. Alors, dans ces clés-là, qu'est-ce qu'il va y avoir? C'est un élément hardware, toujours, qui va avoir un petit écran qui va afficher une série de chiffres. Et cette série de chiffres, c'est celle que vous allez utiliser pour vous authentifier. Et cette série de chiffres va changer de manière régulière, toutes les 30 à 60 secondes, généralement, pour que ce soit finalement
à chaque fois différent. On a le facteur d'inhérence, ou alors ce qu'on peut dire ce que je suis. Donc là, on va retrouver l'empreinte digitale, l'empreinte rétinienne, donc ce qu'il y a dans l'œil, la rétine, la reconnaissance faciale, et ainsi de suite. Tout ça, c'est comme l'empreinte digitale et la reconnaissance faciale, c'est des choses que vous avez l'habitude de voir avec vos téléphones, vos smartphones. Beaucoup d'entre eux vont utiliser soit une empreinte digitale pour déverrouiller le téléphone, ou bien la reconnaissance faciale pour déverrouiller le téléphone, par exemple. On a les facteurs de localisation. Là, on va parler de géolocalisation, des adresses IP, et ainsi de suite. Là, en fait, c'est un facteur qui veut dire où je suis. Ce facteur-là n'est généralement pas utilisé tout seul. Ça n'a pas de sens de l'utiliser à lui tout seul. Néanmoins, on va l'utiliser comme étant un facteur supplémentaire. Par exemple, j'ai un employé, moi, je travaille à l'université et j'habite finalement pas loin de l'université, ou du moins dans la wilaya de l'université. Donc en disant que j'habite à tel endroit et que je travaille à mon travail, si l'université décidait de dire que toute personne qui n'habite pas en Algérie ne puisse pas accéder au portail de l'université, à ce moment-là, il va limiter les personnes qui pourront s'authentifier. Autre chose qui est intéressant, c'est imaginons que mon nom d'utilisateur et mon mot de passe aient été volés, et que ce nom d'utilisateur et ce mot de passe va être utilisé par quelqu'un qui se trouve dans un autre pays, par exemple qui habite en Espagne. On peut dire que finalement, si je me suis connectée ce matin à 8h du matin à partir d'Alger, je risque pas de me connecter à 9h du matin à partir d'Espagne. Ça n'a pas de sens. Bon, l'Espagne c'est un peu proche, mais imaginons qu'on aille plus loin, que quelqu'un d'Australie qui se connecte à partir d'Australie ait pu récupérer mon nom d'utilisateur et mon mot de passe d'une manière ou d'une autre. Sachant que je suis en Algérie, je ne peux pas me connecter d'ici et le même jour me connecter depuis l'Australie. Ce n'est humainement pas possible, à moins d'utiliser un VPN, bien sûr. Et donc, puisque le voyage entre chez nous et l'Australie, c'est minimum, je crois, 23 heures ou 24 heures. Au moins. Et donc ça, c'est un facteur qui est intéressant pour limiter les dégâts, en fait. Et on a le facteur de comportement, ou ce que je sais faire, ou comment je me comporte. Par exemple, dessiner un motif spécifique. C'est une façon de faire. Ça, c'est aussi quelque chose qui avait été utilisé, je crois, sur Windows 8, si je me rappelle, où vous aviez la possibilité, en dehors de mettre un mot de passe ou d'utiliser un PIN, c'était d'utiliser, en fait, on vous donnait une image et on vous disait de créer un motif sur cette image, et pour vous connecter à votre compte, il fallait à chaque fois refaire le même motif sur cette image. Donc ça, c'est un autre facteur. Et de plus en plus, ce qu'on va voir, c'est au lieu d'utiliser un seul facteur d'authentification, par exemple, utiliser mon identifiant plus mot de passe, donc facteur de connaissance ici, je vais utiliser mon identifiant plus mot de passe, plus mon smartphone, ou plus un jeton d'authentification, et ainsi de suite. Donc ça va permettre d'avoir ce qu'on appelle une authentification à 2 facteurs ou encore une authentification à multiples facteurs. Une autre propriété de sécurité qui est intéressante et importante, c'est la non-répudiation.
La non-répudiation consiste en l'assurance qu'une action sur la donnée réalisée au nom d'un utilisateur, après authentification, ne saurait être répudiée ou niée par ce dernier. En d'autres termes, un utilisateur ou un système ne va pas pouvoir dire qu'il n'a pas fait une action ou il n'a pas fait envoyer une communication. Si l'utilisateur ou le système a fait quelque chose, il ne va pas pouvoir dire qu'il ne l'a pas fait. Et pour cela, on va pouvoir utiliser des éléments comme la signature digitale, par exemple. Alors, la signature digitale, c'est un peu l'idée de signer quelque chose, hein, comme vous avez l'habitude de signer un chèque, par exemple, pour dire comme quoi c'est bien vous qui avez signé ce chèque et que quand vous allez venir dire je n'ai pas, comment ça se fait que cet argent a été enlevé de mon compte, je n'ai pas retiré cet argent, etc., etc., on pourra vous dire voilà votre chèque, il y a votre signature sur le chèque. Et donc vous ne pouvez pas dire comme quoi ce n'est pas vous qui avez fait cette signature, par exemple. Ensuite, on va avoir les concepts de sécurité dont on appelle les 3 A, ou authentification, autorisation et accounting. En français, va s'appeler traçabilité, mais comme on a tendance à l'appeler les 3 A, donc je le garde comme ça pour que quand vous tombiez sur le concept de 3A, vous sachiez de quoi on parle. Donc, l'authentification, l'autorisation et la traçabilité est un cadre de sécurité qui contrôle l'accès aux ressources informatiques et il applique des politiques et audite l'utilisation. Et donc l'AAA et ces processus combinés vont jouer un rôle majeur dans la gestion et la cybersécurité du réseau en sélectionnant les utilisateurs et en assurant le suivi de leur activité pendant qu'ils sont connectés. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par contrôle d'accès? Ça veut dire, dans la première partie, quand on parle de contrôle d'accès, on parle de qui a le droit de faire quoi. Si quand quelqu'un va s'authentifier, on va lui donner la possibilité d'accéder à des éléments parce qu'il a le droit d'y accéder grâce au contrôle d'accès. Et on va appliquer les politiques de sécurité. Alors, qu'est-ce qu'une politique de sécurité? C'est, par exemple, je peux dire, si on prend l'exemple de l'université, les enseignants ont le droit de donner des notes, de mettre des notes aux étudiants pour les modules qu'ils assurent dans le système, et les étudiants n'ont le droit que de voir leurs notes, par exemple. Donc là, on va dire que ça fait partie de la politique de sécurité, entre autres. On peut voir d'autres choses, par exemple la complexité d'un mot de passe, ça fait partie des politiques de sécurité. Et quand on dit l'audit de l'utilisation, on veut dire que on va pouvoir vérifier ce que l'utilisateur a fait et que qu'on puisse s'assurer qu'il n'ait pas fait quelque chose qui ne soit pas autorisé ou autre. Donc on va voir chaque élément un à un. L'authentification, on l'a vu juste avant, mais on va le revoir rapidement. Donc ça implique qu'un utilisateur fournit des informations sur qui il est, et les utilisateurs présentent des identifiants de connexion qui affirment qu'ils sont bien ceux qu'ils prétendent. Un serveur 3A compare les informations d'identification d'un utilisateur à sa base de données d'informations d'identification stockées en vérifiant si le nom d'utilisateur, le mot de passe et d'autres outils d'authentification s'alignent sur cet utilisateur spécifique. Donc là, on a parlé de mot de passe, mais si on est sur un système qui va utiliser la double authentification, l'authentification à 2 facteurs, donc en plus, et qu'il utilise les mots de passe et les jetons, donc qu'est-ce qui va se passer? L'utilisateur va devoir mettre son nom d'utilisateur, plus son mot de passe, plus le numéro à 6 chiffres qui lui a été donné dans son jeton, par exemple. Et ensuite, le système va vérifier comme quoi tout ça est correct et ils vont s'aligner sur l'utilisateur qu'il dit être.
Ensuite, on va avoir l'autorisation. Donc, une fois que l'authentification a été faite, qu'est-ce qui va se passer lors de l'autorisation? Un utilisateur en fait, on va lui accorder des privilèges et des droits pour accéder à certaines zones d'un réseau ou d'un système. Et les zones et les ensembles d'autorisation accordés à un utilisateur sont stockés dans une base de données avec l'identité de l'utilisateur. Et les privilèges de l'utilisateur peuvent être modifiés par un administrateur. Alors, un exemple qu'on peut donner, vous avez un module normalement où vous allez voir ça, c'est l'Active Directory. Donc, dans l'Active Directory, ce que vous allez voir, c'est qu'on va pouvoir donner des droits, des autorisations ou des privilèges à des utilisateurs, un groupe d'utilisateurs, et modifier ces privilèges-là comme on le désire si on est administrateur, grosso modo. Ensuite, on va avoir le troisième A, qui est en français non pas un A mais un T, hein, la traçabilité ou accounting. La traçabilité suit l'activité des utilisateurs pendant qu'ils sont connectés à un réseau en suivant des informations comme la durée de leur connexion, les données qu'ils ont envoyées ou reçues, leurs adresses IP, les identifiants uniformes des ressources qu'ils ont utilisées et les différents services auxquels ils ont accédé. Et donc, toutes ces informations-là vont être utilisées pour analyser les tendances des utilisateurs, auditer l'activité des utilisateurs et fournir une facturation plus précise. Alors, l'une des informations qui nous permet de faire cela, par exemple pour la facturation, c'est la durée de connexion, la durée d'utilisation des services. Ce qui est intéressant dans des services de type cloud, même pour auditer l'activité des utilisateurs et ainsi de suite, ça va nous permettre, donc on va pouvoir faire tout ça grâce aux données qui ont été collectées pendant que l'utilisateur accédait au service ou à la ressource. Alors, on a parlé de CID et là on va parler du DAD, c'est la triade inverse si on veut. Donc on va avoir la triade DAD pour divulgation, altération et destruction. C'est un concept de cybersécurité qui va se concentrer sur les résultats ou objectifs potentiels d'une cyberattaque ou d'une faille de sécurité. Et donc elle va permettre de catégoriser les types de dommages ou de compromissions qui peuvent survenir à la suite d'un incident de sécurité. Donc, on va voir chacun d'entre eux. La divulgation, c'est l'inverse de la confidentialité. Donc, la divulgation non autorisée fait référence à l'exposition ou à la fuite d'informations sensibles ou confidentielles à des personnes ou entités non autorisées. Donc, si c'est, par exemple, 2 employés qui ont le droit d'accéder à une information et un employé parle à cet autre employé, voilà ce qu'il y a, etc. On ne parle pas de divulgation non autorisée. Hein. Les 2 employés, s'ils ont le même niveau de confidentialité, qu'ils ont le droit d'accéder à cette information-là, tout va bien. Par contre, si un employé va parler à quelqu'un, même s'il est aussi employé de la même entreprise, mais qui n'a pas le même niveau qui n'a pas le droit d'avoir des connaissances sur cette information-là. Donc là, on va parler d'une divulgation non autorisée. Et on peut généraliser ça à dire si une information qui est sensible ou confidentielle et que quelqu'un arrive à connaître cette information mais que cette personne n'a pas le droit de connaître cette information, qu'on est sur une divulgation non autorisée. Donc, violation de données est un des exemples. Les fuites de données est un autre exemple de cette divulgation. L'accès non autorisé à des documents confidentiels. Le partage d'informations sensibles avec des parties externes sans autorisation. Tout cela sont des exemples d'une divulgation non autorisée, donc d'un problème relatif à la confidentialité des informations ou des données. Ensuite, on va avoir l'altération. Donc, une altération non autorisée est le fait qu'un attaquant a modifié ou falsifié des données. En d'autres termes, là, on se retrouve sur quelque chose qui est à l'inverse de l'intégrité. L'attaquant ici a pour objectif de manipuler et
ou déformer des informations pour nuire à l'organisation. Par exemple, modification de dossiers financiers ou modification des configurations système critiques. On a aussi la modification du contenu d'un site web pour diffuser de fausses informations. Donc, tout cela sont des exemples d'altérations non autorisées. Ensuite, on va avoir la destruction ou le déni de service. La destruction, là, c'est tout ce qui va perturber ou rendre des informations ou des systèmes ou services indisponibles ou inutilisables. Elle a un impact sur la capacité d'une organisation à fonctionner correctement ou à se remettre d'une attaque. Donc la destruction ou le déni de service, ça va être l'inverse de la disponibilité, si on repart sur la triade CID. Et par exemple, une attaque de déni de service distribué, on va voir ça un peu plus en détail au chapitre suivant. La destruction de données critiques, on va supprimer les données ou on va les chiffrer de manière, une attaque va les chiffrer de manière à ce qu'ils ne soient plus lisibles par les personnes qui ont le droit d'y accéder. L'effacement d'un site web et ainsi de suite. Sur ce, on a terminé avec ce premier chapitre. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt. Bye!